Bonjour Bruno Cavagné. Bonjour. Je ne sais pas si je dois vous dire bienvenue parce que finalement c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. En tout cas, soyons tous les bienvenus sur ce forum éphémère. Oui, vous êtes le président de la FNTP. Nous allons dans quelques instants évidemment entrer dans le vif du sujet avec vous pour parler des enjeux écologiques qui nous concernent tous et qui concernent bien sûr aussi votre filière, vos 8000 entreprises et vos 310 000 collaborateurs si mes chiffres sont bons. Avec nous, à vos côtés, Xavier Neuschwander, bonjour. Bonjour. Président de la Commission technique et innovation à la FNTP, l'innovation qui est évidemment un des leviers à actionner si on veut faire évoluer le secteur. Et puis tout au long de cette matinée, pour m'accompagner et pour nous éclairer, Jérémy Bélanger m'accompagne. Bonjour Jérémy. Bonjour Raphaël. Rédacteur en chef adjoint au Moniteur, évidemment, vous allez nous apporter les détails sur chacun des points précis puisque nous allons parler de tous les secteurs des travaux publics. Alors, cette année, Bruno Cavagné, le Forum des travaux publics s'est donné comme mission d'investir ce chantier, j'ai envie de dire, de la transition écologique. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un peu l'affaire de tous, y compris la vôtre. Oui, en fait, on s'est posé la question il y a un peu plus de 2 ans, comment accompagner la France dans le choix qu'elle a fait sur la trajectoire de baisse d'empreinte carbone à l'horizon 2030 et 2050. Et on a commencé à travailler depuis 2 ans pour savoir comment nos entreprises pouvaient participer, pouvaient accompagner ce choix, cet objectif. C'est tout le travail que l'on va dérouler cette journée, tout le travail que nous avons fait avec Carbone 4, avec Utopie, avec l'OFCE. C'est un travail considérable puisque nous essayons pour la première fois d'amener toutes 8000 entreprises, toute une filière vers la baisse de l'empreinte carbone. Oui, toute une filière, c'est-à-dire des métiers extrêmement différents qu'il faut amener dans une même trajectoire. Exactement. En fait, il y a 2 parties. Il y a nos métiers, nos entreprises, ce qu'on pèse en termes d'empreinte carbone, et puis accompagner des politiques publiques. Puisqu'on voit bien que quand on travaille sur les infrastructures, on doit travailler sur la façon de les faire, mais on doit travailler également sur l'usage des infrastructures, et donc des choix politiques importants de l'État, des élus locaux, des 5 ans, des 10 ans à venir. Et finalement, vous le verrez au cours de cette journée, c'est un choix de société. C'est finalement quelle est la société que l'on veut pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et comment nous, entrepreneurs de travaux publics, accompagnons ce choix de société. Alors, il y a un choix de société, il y a aussi évidemment des questions économiques qui sous-tendent ces choix de société dont vous parlez. Oui, il y a des choix économiques, évidemment, parce que dans les scénarios que nous avons pu faire, puisque nous avons deux scénarios, des scénarios, un scénario que l'on qualifie de sobre, de sobriété, qui est en fait un scénario de décroissance, où on considère que finalement nous aurons besoin de moins d'énergie, que la démographie sera moins importante, moins de mobilité, et de l'autre côté un scénario dit pas très joliment d'ailleurs pro-techno, qui considère lui par contre qu'on va avoir une demande croissante, mais finalement nous arrivons au même but, et ce deuxième scénario grâce notamment à l'innovation technologique. Et ces 2 scénarios, quand on regarde les chiffres, quand on parle de l'économie, on voit bien que on gagne à peu près entre 1,1 et 1,3 points de PIB, c'est-à-dire la richesse du pays, autour de 25 milliards, et qu'on est capable de créer entre 340 et 400 000 emplois. Donc c'est quand même considérable. Jérémy Bélanger, c'est vrai qu'on comprend très, très rapidement avec les quelques chiffres qui viennent d'être donnés que l'enjeu est de taille, qu'il engage finalement le secteur mais aussi la société. Oui, il y a une transformation très nette qui est en train de se mettre en place. En fait, c'est à la fois une conscience écologique et c'est une conscience entrepreneuriale, ce dont vous êtes en train de parler. C'est que les travaux publics doivent agir directement sur l'acte de construire pour baisser les émissions, doivent accompagner les collectivités pour, j'allais dire, travailler sur cet usage où on retrouve le gros de l'empreinte, on est passé un peu vite là-dessus, on retrouve le gros de l'empreinte carbone des infrastructures sur l'usage des infrastructures. Quand je parle d'usage, ça veut dire tout simplement les voitures qui roulent sur les autoroutes et les camions. Donc voilà, donc il y a vraiment un gros enjeu écologique, un enjeu, comme je disais, entrepreneurial, parce qu'au final, derrière, c'est de l'emploi, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la technologie, c'est une transformation de société où il va falloir justement évaluer, sous-peser les choix entre sobriété ou Protec, apparemment mal nommé, mais en tous les cas très compréhensible. Et voilà, il va falloir choisir et travailler simultanément sur ce qui est
j'allais dire de l'ordre de l'empreinte des travaux publics, travailler sur le recyclage, travailler sur les matériaux bas carbone, travailler sur les process et travailler aussi main dans la main avec les collectivités. Et c'est peut-être ça la grande révolution qui est en train de se mettre en place, c'est que maintenant on n'est vraiment plus dans une logique très silotée. Vous aviez l'industrie, l'entreprise, à côté les collectivités, chacun sur son couloir. Tout le monde a bien compris que si on faisait comme ça, on n'arriverait jamais à faire la transition écologique. Et je pense que c'est un peu le message que vous essayez de faire passer, il me semble, Bruno. C'est vrai, avant de passer la parole à Xavier, on s'aperçoit peut-être pour la première fois que les infrastructures ont un rôle primordial. Je n'ai pas donné les chiffres, mais je vais vous les donner. Xavier va les reprendre. Quand on parle de la construction, l'empreinte carbone de la construction de nos métiers, c'est 3,5%. 3,5%, c'est quand même 2 fois plus que le poids que l'on représente dans le PIB, dans la richesse du pays. Donc c'est quand même important pour nous. Et effectivement, quand on regarde les infrastructures et leur usage, c'est 50%. Ça veut dire que, très simplement, si vous ne vous occupez pas des infrastructures et de leur usage, vous ne décarbonez pas la moitié de l'empreinte carbone du pays. Alors, avant effectivement de vous passer la parole, parce qu'on est là aussi pour parler d'innovation et c'est important, je voudrais qu'on s'arrête une minute, si vous le voulez bien, avec Jérémy sur le chiffre que vous venez de donner. 3,5%, est-ce que c'est peu, vraiment, Jérémy Pour moi, 3,5%, c'est un piège, en fait. Ça paraît peu, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, parce que derrière, Xavier vous l'expliquera bien mieux que moi, il se cache des tonnes et des tonnes et des tonnes d'équivalent de CO2. Donc, grosso modo, le risque aujourd'hui, ça serait que les travaux publics se disent, bon, de toute manière, le gros de l'empreinte ne pèse pas sur nous, regardons de côté le temps qu'il faut, le temps que d'autres se réforment. Ce n'est pas du tout ce qui est choisi là, ce n'est pas le chemin qui est choisi. Non seulement, apparemment, ils veulent travailler sur ce 3,5% et travailler également sur l'indirect. Mais là, je vais plutôt vous céder la parole parce que c'est vraiment votre domaine d'expertise, Xavier. Alors, l'innovation, Xavier Neuschwander, évidemment, c'est votre partie. On l'a dit tout à l'heure, c'est un secteur, c'est tout un tas de métiers très différents. Comment est-ce qu'on arrive justement, en innovant, à les faire converger? Avant de parler innovation, je pense qu'il faut savoir comment on a procédé. Et établir des stratégies, établir des plans, c'est bien, mais il faut d'abord faire un état des lieux, savoir où on est, chiffrer nos émissions carbone. Et parce que dans notre métier des travaux publics, il y a énormément de parties prenantes, des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre public, des collectivités territoriales, des ONG. Il faut que ces mesures soient opposables et fiables, parce qu'on va débattre sur ces sujets-là. Il faut que tout le monde ait la même grille de lecture. Il faut que tout le monde ait la même grille de lecture et que cette grille de lecture soit suffisamment sérieuse pour qu'on puisse convaincre les gens de converger sur un plan d'action. Pour faire ce travail, on s'est associé avec 3 entités qui sont Carbone 4, qui sont l'OFCE et qui sont Utopie, que des acteurs qui sont réputés pour leur fiabilité, leur connaissance de ces problématiques de la décarbonation. Et à partir de là, on a pu établir un constat, un état des lieux, une stratégie. On a pu se doter d'objectifs et mettre en place les moyens dont nous avons besoin pour tenir ces objectifs. Justement, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'une fois qu'on a établi ce constat, qu'on a finalement établi aussi les objectifs, quel est le chemin? Est-ce qu'il est long pour y parvenir à ces objectifs? Est-ce que tout le monde s'accorde sur les moyens pour y parvenir, même si a priori il y a cette fameuse grille de lecture commune? Quand vous visitez le salon qui est autour de nous, vous apercevez que le nombre d'acteurs qui sont en mouvement, que ce soit des fournisseurs de matériel, des fournisseurs d'acier, des cimentiers, des entrepreneurs de travaux publics, on est tous en marche pour avancer vers la décarbonation de nos industries. Pour avancer, on a réuni 180 experts de tous horizons, de tous les métiers des travaux publics, de toutes les parties des travaux publics, et on a fait une liste de 140 solutions décarbonantes. Et parce que un de nos problèmes, c'est qu'on a 8000 entreprises dans notre fédération, qu'on a 310 000 collaborateurs. Il faut doter chacune de ces solutions d'un mode d'emploi. Parce qu'une solution, mettre en place une solution, c'est assez facile quand on innove dans un laboratoire, c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit de la mettre en place sur le terrain. Et donc on a créé 140 fiches de mode d'emploi qui permettent de mettre en place ces solutions sur le terrain.
il ne faut pas s'arrêter là. Du pratico-pratique. Du pratico-pratique. Bah, nous, entrepreneurs, on est un peu pratico-pratique, je suis désolé. Et donc, ça ne sert à rien de faire des grands plans si on ne les met pas en place. Et pour ça, il faut des modes d'emploi. Le mode d'emploi, ça ne suffit pas. En fait, il faut comprendre que les compétences dont ont besoin nos collaborateurs pour mettre en place ces solutions, ce n'est pas les mêmes que les compétences qui étaient nécessaires avant. Et donc, il faut des vrais plans de formation qui sont en cours. Bruno Cavagnier ? Oui, quand on parle innovation, vous allez le voir au cours de cette journée, je crois que nos entreprises qui sont là, nos partenaires, les fournisseurs, les industriels, on est tous prêts à avancer et même à avancer très vite sous réserve qu'on nous fixe des règles et que le gouvernement nous dise, au-delà de l'objectif, voilà les points d'étape. Donc on va y arriver, je n'en doute pas, une fois qu'on aura lancé le mouvement. Après, vous posiez une question finalement, et c'est d'être cet après-midi, c'est comment va-t-on passer des paroles aux actes, quel est le futur président de la République ou président de la République? On nous parle beaucoup de transition écologique. Quand on voit les sommes à mettre en œuvre, quand on parle de 16 milliards, de 30 milliards, ça va être vraiment un choix de politique. Encore une fois, comme je dis, un choix de société. Quelle est la société que l'on veut demain? Jérémy, est-ce que c'est si facile effectivement de parcourir ce chemin vers la transition écologique? Est-ce que tout le monde est convaincu de la trajectoire et des moyens pour y parvenir? Sur la trajectoire, tout le monde est à peu près convaincu. Il a été exprimé deux scénarios, un scénario plutôt sobriété, plutôt protect, mais globalement, dans tous les cas, on joue un peu sur les mêmes leviers, mais dans des proportions différentes. Pour répondre un peu plus simplement, il y a évidemment la question financière qui devra être tranchée. Une fois qu'on a passé ça, et pour revenir sur ce dont parlait Xavier, les leviers transformants, on les connaît. Aujourd'hui, c'est plus forcément la problématique de trouver la solution, c'est de la faire passer à l'échelle, c'est de l'industrialiser. Et je pense que c'est un petit peu ça que sont venus démontrer tous les membres des travaux publics. Donc, mais vraiment, est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des freins qu'il va falloir lever, j'imagine? Il y a toujours Il y en a toujours? Il y a toujours des freins et moi, je les situerais sur au moins 3 ordres. Déjà, premièrement, un frein un peu culturel. Aller dire à une maîtrise d'ouvrage, à une collectivité, que sa route, on va lui faire avec de l'enrobé recyclé à 70%, dans sa tête, il va se dire immédiatement, ma route va être moins bien, ma route va être moins performante, ce qui est absolument faux, on le sait maintenant aujourd'hui. Mais il y a vraiment tout un travail d'acculturation quelque part à faire là-dessus. Et après, le deuxième volet, qui me semble être le volet primordial, c'est que si on veut innover, si on veut faire converger tout ce monde, tous ces métiers différents, il faut peut-être sortir d'une vision trop zalotie d'un point de vue contractuel. Je ne sais peut-être pas le lieu pour en parler, mais en tous les cas, c'est difficile de créer des synergies à partir du moment où on sépare un marché entre plusieurs personnes. Donc, acculturation et évolution contractuelle, à mon avis, sont les deux freins à lever principaux. Vous êtes d'accord, Xavier Najwander? Je suis complètement d'accord. Il y a un vrai frein comportemental. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que pour beaucoup de clients, mais également de collaborateurs de nos entreprises, utiliser un matériau d'occasion, un caillou d'occasion, c'est pas tout à fait pareil que d'utiliser un caillou neuf. Alors qu'en fait, globalement, on s'aperçoit que les propriétés sont les mêmes. Il y a un problème de normes, où un certain nombre de normes aujourd'hui empêchent l'économie circulaire, pour des raisons qui ne sont plus des raisons modernes. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui aller au-delà de ce qui était une raison il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et on le sait parce qu'on a travaillé là-dessus techniquement, scientifiquement. Et donc, il faut changer un certain nombre de normes, il faut changer un certain nombre de comportements, il faut changer un mode de passation des marchés de façon à aller vers le mieux-disant environnemental, beaucoup plus que vers le mieux-disant économique. Il y a beaucoup de choses à faire pour changer nos comportements et prendre tous ensemble ce chemin de la transition écologique. On a parlé des exemples, vous avez parlé des cailloux. Est-ce qu'on a d'autres exemples très concrets pour illustrer justement les changements qui sont en train de se mettre en place dans votre secteur? Est-ce qu'on peut agir par exemple sur la question de la montée des eaux ou d'autres secteurs peut-être? Alors, on peut agir, il faut agir sur le secteur de la montée des eaux. Mais d'abord, pour aller plus loin que le caillou, parlons des bétons décarbonés. Oui. C'est-à-dire que 60% des émissions de carbone de notre métier vient des fournitures, le ciment, les aciers, les bitumes. Et globalement, aujourd'hui, on est en train de trouver des solutions alternatives aux solutions carbonées. On va utiliser des bétons qui sont de moins en moins carbonés par rapport à ce qui se faisait avant. Et pour ça, on va privilégier une approche performantielle du béton, c'est-à-dire la recherche de la performance, plutôt que la recherche d'une formulation qui était imposée pour des raisons là aussi historiques.
Après, il y a une vraie question, pour reprendre le sujet de la montée des eaux. Le changement climatique, il est en cours. Même si aujourd'hui, on va vers la neutralité carbone en 2050, les plus de degrés, c'est malheureusement acquis. Et donc, il va falloir un certain nombre de choses qui permettent de protéger nos territoires. Protéger nos territoires contre la montée des eaux, c'est des digues pour protéger le trait de côte, c'est pour se protéger contre les crues. Il va falloir mieux maintenir nos canalisations parce qu'aujourd'hui, on perd tous les ans 1 milliard de mètres cubes d'eau dans des canalisations qui fuient, ce qui est totalement considérable à une époque où on va bientôt manquer de cette eau pour alimenter nos populations. Ouais. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre débat suivant. L'eau, vous avez raison de le signaler. Il y a des enjeux qui sont majeurs. Pour décarboner nos mobilités, on a besoin d'amener de l'électricité là où on n'avait pas besoin de l'amener avant, vers les stations-service, sur les autoroutes, sur les routes. Tout ça, ça nécessite des réseaux électriques. Donc le volume de travaux, la conception des travaux à faire pour aller vers une décarbonation de nos mobilités est tout à fait considérable. Jérémy Bélanger. Oui, juste pour compléter, non, en fait, justement, pour synthétiser, on pourrait dire qu'il y a un double enjeu et il est simultané. À la fois, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est toutes les solutions dont on a parlé, le recyclage, les bétons bas carbone, voilà, dans la façon de construire. Et puis, le deuxième gros enjeu, vous avez cité le mot, il me semble, Raphaël, celui de la résilience, et ça veut dire construire différemment, construire autre chose. Construire l'autoroute dans 10 ans, dans 20 ans, elle ne ressemblera pas du tout à l'autoroute qu'on a aujourd'hui. Elle aura peut-être une voie dédiée pour des camions électriques qui seront alimentés par caténaire, par induction, que sais-je. Ça paraît être de la science-fiction pour l'instant. On n'est évidemment pas à l'échelle, tout ça. Mais tout va changer et la résilience, c'est vraiment le deuxième gros enjeu. Il faut le conduire dans le même temps. Science-fiction, pas vraiment, hein, non. Bruno Cavagni. Il y a des expérimentations d'ailleurs qui sont menées aussi bien sur le photovoltaïque que sur d'autres types de matériaux sur les autoroutes. Oui, il y a beaucoup d'expérimentations et d'ailleurs, effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est un moment quand vous faites des innovations, comment on passe de l'innovation à l'industrie, c'est-à-dire comment on trouve le modèle économique qui va faire que l'innovation rentre dans le quotidien de nos entreprises. Mais encore une fois, il faut bien comprendre qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la construction où les entreprises, les industriels, les fournisseurs travaillent ensemble pour décarboner leur métier. Et puis, il y a le choix des politiques publiques, c'est-à-dire des maîtres d'ouvrage, des collectivités locales. Qu'est-ce que je veux faire demain ? Comme le disait Xavier, si demain on veut doubler la production électrique des voitures en France, il faut amener des bornes de recharge électrique partout. Vous verrez aujourd'hui, on a des films assez éloquents là-dessus. Et donc nous, on est là pour accompagner les politiques publiques et en même temps proposer à nos maîtres d'ouvrage de construire différemment. C'est en associant ces deux éléments qu'on arrivera à décarboner. Mais le plus important dans tout ça, c'est la volonté politique du côté des entreprises et du côté de nos clients. Volonté politique du côté des entreprises, parce qu'il faut effectivement les convaincre, peut-être pour certaines encore, que les modèles sont en train d'évoluer. Comment est-ce que vous faites justement pour convertir, évangéliser, je ne sais pas Je crois qu'il n'y a pas besoin d'évangéliser. Nos entreprises sont convaincues. Il y a besoin de former et d'améliorer le niveau de compétences sur ces sujets-là. Oui, parce que vous êtes obligé d'avoir toujours un coup d'avance, j'imagine. Voilà. Mais l'évangélisation, si j'ose dire, elle est déjà faite. Toute personne un peu responsable, elle voit que le changement climatique, il est là et on ne peut pas ne pas y faire face. Par contre, les moyens qu'il faut mettre en place pour arriver à avoir des vrais résultats, il faut travailler parce qu'on a besoin de formation, de compétences. Jérémy, pour accélérer cette formation, monter en compétences justement, vous parliez tout à l'heure d'acculturation, c'est le maître mot ? C'est une journée comme celle-ci, c'est synchroniser au maximum les différents acteurs et puis aussi présenter ça, pas que sur le volet de l'inquiétude, du changement climatique qui nous arrive et de se dire aussi qu'il y a quelque chose de très stimulant là-dedans. Les métiers vont changer, peut-être qu'ils vont devenir encore plus attractifs, on l'espère tous. Et ces métiers changeants, ça va créer une nouvelle activité, ça va créer du chiffre d'affaires, ça va créer du PIB. Mais je sens que vous avez envie de parler. Oui, non, je souris en fait parce que j'écoute Xavier. En face de moi, j'ai Jean-Louis Marchand qui
qui a été un des pionniers aussi pour parler de la transition écologique. Et ce sont des passionnés. Donc, ils essaient, ils ont raison d'emmener tout le monde en disant il n'y a plus de soucis. Évidemment que ça ne va pas être aussi simple que ça. Dans les grands groupes sont des précurseurs. Dans les petites entreprises, ça va être un peu plus compliqué. Mais le rôle de la fédération, et vous avez raison, c'est d'anticiper, c'est d'expliquer à toutes nos PME, nos petites entreprises, qu'il faut absolument que l'on change, car au-delà, encore une fois, de vouloir laisser un monde meilleur à nos enfants, nos petits-enfants, nos métiers sont en train de changer, la façon de les faire sont en train de changer, et ceux parmi nous qui ne s'adapteront pas ne travailleront plus. Donc notre rôle, c'est aussi d'amener tout ce monde-là avec beaucoup de passion, comme le fait Xavier. Xavier Nashvinder. Pour aller plus loin, les jeunes aujourd'hui ont une opportunité absolument formidable. Ils vont être formés de plus en plus vers cette économie circulaire, vers l'innovation au profit de l'environnement. Et l'aventure qu'ils ont l'occasion de vivre pour les 30 ou 40 prochaines années de leur carrière est une aventure absolument exceptionnelle qu'ils vont vivre avec passion. J'en suis convaincu. Vous voyez apparaître d'ores et déjà de nouveaux métiers, ceux qui seront les métiers de la génération qui arrive ? Bien sûr, par exemple, le métier du génie écologique. Le métier du génie écologique qui consiste à renaturer des espaces qui ont été artificialisés par l'homme et qui sont obsolètes ou qui sont plus utiles. Et là, il y a un métier absolument fabuleux qui consiste à redonner sa place à la nature. Ce qui est important, pas seulement parce qu'on redonne sa place à la nature, mais également parce qu'on constitue des puits carbone qui vont permettre de piéger le carbone. Enfin, c'est-à-dire qu'on arrive à une intelligence de la situation qui nous permet d'aller très très loin dans le progrès au profit de l'environnement. On sent bien que le point de départ à chaque fois, c'est le progrès pour aller vers la transition écologique. Hein. C'est l'écologie avant tout. Et autour, le projet est construit. C'est finalement un véritable changement. Ça aussi, on ne pense plus les choses de la même manière. On ne les construit plus de la même manière. Vous savez, on ne se refait pas complètement. Nous, on est entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a toujours une façon positive de voir les choses. Après, on a une façon également réaliste de les voir. Et la façon qui permet de concilier l'optimisme et le réalisme, c'est d'avancer, de trouver les solutions aux problèmes qui se posent. On a fait un bilan, maintenant on a une stratégie, on a des moyens, avançons. Alors pour avancer, on va parler d'argent. J'imagine qu'il faut des moyens financiers. Est-ce que vous avez chiffré ce que ça pouvait coûter à la filière, au secteur, justement, oui, tous ces changements? Donc, en fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux scénarios. Un scénario à 16 milliards de plus additionnel, un scénario à 30 milliards de plus par an, donc ce n'est pas rien. Et encore que, vous savez qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui de l'ADEME, de RTE, qui donnent des chiffres différents. On verra cet après-midi d'ailleurs, notamment Yannick Jadot, qui considère que ce n'est pas 30, c'est 50 milliards qu'il faut de plus. Donc on sait que les sommes à mettre en jeu vont être considérables. La vraie question, évidemment, et c'est toujours la même, c'est qui finance, comment finance-t-on ? Est-ce que c'est le contribuable? Est-ce que c'est l'usager? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que ce sont les collectivités locales? C'est la vraie question qu'il va falloir trancher, parce que sinon, on restera sur des bonnes intentions. Tout le monde sera d'accord de dire oui, il faut baisser notre empreinte carbone, il faut moins polluer. On le fait à peu près tous, me semble-t-il, à titre individuel. On est plus ou moins impliqués. Par contre, à titre collectif, pour amener tout le monde, c'est-à-dire un pays, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce que vous attendez précisément de ce grand oral des candidats qui va se dérouler ici cet après-midi? Parce qu'il y a un engagement fort à prendre, hein, on l'a compris. Oui, il y a un engagement très fort à prendre. Pardon. Et d'ailleurs, vous verrez, puisque je suis allé interviewer le président de la République hier après-midi, qui va ouvrir nos débats tout à l'heure, et on verra ce que nous disent les candidats. Je regrette d'ailleurs qu'il n'est pas M. Zemmour qui a refusé de venir, enfin bon bref, après des péripéties, parce que lui, pour le coup, considère qu'il n'y a pas de problème d'écologie, que la France est bon élève et que le reste du monde n'a qu'à bien se tenir. Bon, c'est une vision des choses que je ne partage pas. À l'opposé, vous avez Yannick Jadot qui vous dit les 30 milliards, ça ne suffit pas. Donc pour répondre précisément à votre question, on attend évidemment des engagements, et on attend et au-delà de la trajectoire, de finalement dire
comment nous allons financer. Est-ce que Mme Hidalgo, M. Jadot, Mme Pécresse vont prendre des engagements en disant, écoutez, moi je m'inscris plutôt dans un scénario à 30 milliards ou à 16 milliards. Le président de la République s'est inscrit dans un scénario, je vous laisserai découvrir cet après-midi. Et après, comment fait-on une fois qu'on a dit c'est 16, c'est 30, c'est peut-être 20, je ne sais pas les scénarios, je ne prétends pas qu'on ait la vérité absolue. Comment finance-t-on? Parce que si on ne finance pas, on n'avancera pas. Jérémy? Oui, non, tout simplement, le mérite de cette étude, c'est... Je ne vais pas répondre à la question de comment on finance, parce que sinon je me présenterai aux élections présidentielles, ce qui n'est pas le cas. Plus sérieusement, le travail d'objectivation qui a été fait, c'est à partir de là qu'on peut quand même partir. Parce que comme vous l'avez dit, ça a été fait par des organismes indépendants, des organismes spécialisés. Donc on peut toujours, ça va être horrible à dire, mais on peut toujours chipoter pour 1 milliard de plus, 1 milliard de moins. Mais vu la transformation qu'il y a devant nous, ce n'est pas vraiment ça le souci. Aujourd'hui, c'est de se dire quelle est la volonté et effectivement comment on trouve les moyens de financer de manière pérenne. Et surtout, je pense que c'est le message, ne pas y aller en ordre dispersé et d'y aller collectivement, que chaque acteur du BTP, de la construction au sens large, je dis le BTP d'ailleurs, parce qu'on peut aller au-delà du TP, je pense pour ça. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait toute la construction qui travaille ensemble. Et donc, voilà, des finances, des moyens, et surtout pas en ordre dispersé. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Xavier Najwander. Et je rajouterais 2 points. Le premier, c'est qu'il y a urgence à décider, parce que le changement climatique, il est là. 2050, c'est très proche à l'échelle de nos infrastructures qui mettent 10-15 ans à être construites. Et donc, il y a un vrai choix urgent à opérer. Et ce choix, finalement, il est entre 2 modèles. Un modèle où on pense qu'on peut arriver par la technique et la technologie à décarboner nos pays, ou un modèle où on fait évoluer significativement la société pour décarboner cette société. Vous parlez de priorités. Quelles sont-elles demain, les premières à mettre en place dans votre filière pour vous? C'est faire un choix, lancer un mix énergétique qui est neutre en carbone, lancer les travaux de renaturation et de protection des territoires face au changement climatique, et lancer les travaux de réseaux qui permettent d'entretenir nos canalisations, d'amener l'électricité partout là où on doit l'amener. Des priorités, j'imagine, que vous partagez, Bruno Cavagné. Bien sûr. En vous écoutant, je regarde un petit peu la salle. Il y a pas mal de jeunes qui sont arrivés. Ça serait intéressant, d'ailleurs, au cours de la journée, d'aller les interroger. Parce que moi, j'ai noté quand même qu'il y a une accélération quand vous parlez avec des jeunes. Aujourd'hui, alors pas tous, mais certains vous parlent du sens de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? Certains... Je parle souvent de mon fils qui doit être par là aujourd'hui, la première chose qu'il m'a fait acheter quand il a repris l'entreprise, c'est une Smart électrique. Bon, c'était pas ma priorité et j'ai découvert les problèmes de charge avec la Smart électrique. Et après, ça a été le bilan carbone, comment peut-on faire? Bref, ces trentenaires, je trouve, sont très en pointe, très volontaristes là-dessus. Et je pense qu'on peut avoir une accélération et c'est peut-être eux qui vont nous pousser et qui vont fixer les prochaines priorités. Oui, parce que c'est la planète que nous allons leur laisser aussi. Hein. C'est important d'y penser. Ce sont les générations qui arrivent qui vont prendre la relève et qui vont devoir assumer notre héritage. Donc à nous de faire en sorte que cet héritage soit le plus propre possible, effectivement. Merci beaucoup, messieurs.